la diapositive précédente, si on pris de l'alphabet phonétique international, c'est un système qui permet d'écrire toutes les langues au monde. Et de les écrire surtout comme elles se prononcent. Le français s'écrit pas comme il se prononce, l'anglais s'écrit pas comme il se prononce, mais avec cet alphabet-là, on peut écrire une langue, l'anglais, le français, ou même le chinois, le japonais, l'arabe, qui n'utilise pourtant pas d'alphabet ou pas l'alphabet latin. On peut les écrire. Alors l'alphabet phonétique international, ça fait un petit peu peur parfois parce que il y a vraiment plein de symboles différents, et si on voit ça en une fois, on se dit que on n'aura jamais le temps de tout apprendre. Je vous donne un extrait sur la diapositive suivante. Alors, en vert, vous avez les sons qui existent en français et pas en anglais. Donc c'est des sons que vous connaissez déjà, et donc vous n'avez pas besoin de vous servir en anglais. En orange, vous avez des sons qui existent et en français et en anglais. Et en rouge, vous avez des sons qui existent que en anglais et pas en français. Alors, par exemple, on a le E de love de tout à l'heure, le OU de wood, le E de bird, le A de cat, et le I de feet. Alors, ce diagramme, il est en fait en forme de bouche. C'est pas évident, c'est un trapèze. Sachant qu'ici, on a l'arrière de la bouche. Donc, par exemple, on a A, O, comme on sort, O, comme dans beau, OU, O, OU. Si vous répétez ce son, vous pouvez sentir qu'ils prennent naissance à l'arrière de la bouche, OU. Et à l'inverse, ici on a l'avant de la bouche. Donc, par exemple, on a E-I. Vous pouvez sentir que c'est vers l'avant de la bouche. Et ici, c'est le bas de la bouche, ce qui correspond en fait au fait que la bouche soit ouverte. Et ici, on a le haut de la bouche, ce qui correspond au fait que la bouche soit relativement fermée. Par exemple, A, la bouche est ouverte. OU, I, la bouche est quasiment fermée. Ça permet d'avoir des repères entre différents sons. Ça fait vraiment beaucoup de symboles au début. Les symboles qui n'ont pas de marque, ça correspond à des sons qui n'existent ni en anglais ni en français. Mais je voulais simplement que vous ayez un aperçu de ces symboles-là. La même chose pour les consonnes, avec le même code de couleur. On trouve les sons en rouge, les sons qui n'existent que en anglais et pas en français. Hello, walking, le son final, walking, run, the, that, comme the. Ouais, là aussi, il y a beaucoup de symboles. Les cases correspondent aux différentes manières d'articuler les consonnes. Je voulais juste que vous voyiez, c'est pas indispensable de connaître, je vous rassure tout de suite, c'est pas indispensable de connaître ce tableau pour parler anglais. Mais si vous voulez approfondir la phonétique, ou si vous voulez vous en servir pour d'autres langues, peut-être que vous le reverrez. Il y a de bonnes chances pour que vous voyez ces diagrammes. Le plus important à garder en tête, c'est que chaque symbole correspond à un son bien précis. Et une fois que vous connaissez, vous n'avez pas besoin d'apprendre tous les symboles, mais une fois que vous connaissez les sons, les symboles qui existent en anglais et pas en français, et les sons correspondants, quand vous regardez un mot dans le dictionnaire, et vous voyez la transcription phonétique du mot, eh bien, ça vous donnera vraiment un avantage pour mieux parler anglais. Parce que vous saurez sur quels sons insister, et à quels sons faire attention. Alors, on va prendre un exemple. Le R anglais. Comment prononcer le R anglais? Le R anglais comme dans run, race, road. Alors, on va commencer en comparant avec le français. Alors, je vais dire le prénom Robert. Robert, c'est le R français qui prend naissance à l'arrière de au début de la gorge, à l'arrière de la bouche, même carrément dans la gorge. Robert. C'est un son qui est très difficile pour les étrangers au début, parce que ça, il
Alors, le paradoxe, je vois une petite parenthèse, j'ai pas mal voyagé ces derniers mois, et j'ai rencontré des personnes qui apprenaient le français. Les gens aiment vraiment apprendre le français. C'est une langue qui est très populaire, les gens trouvent que c'est une langue qui est très belle. Et donc j'ai souvent eu l'occasion de parler des sons qui étaient difficiles à prononcer. Et le son R français comme dans Robert, tout le monde, tous les étrangers savent le prononcer. Simplement qu'au début c'est pas très naturel. Un exemple qu'on peut utiliser, c'est que pour apprendre à faire ce son-là, c'est comme de, comment on dit ça en français, c'est comme de faire un bain de bouche. Vous prenez de l'eau dans la bouche, vous faites un, comment on appelle ça, vous gargouillez, et ça fait un son R qui correspond au R français. Re. C'est pas naturel à faire au début, parce que c'est pas, voilà, pour les étrangers, on va pas se mettre à gargouiller comme ça, comme si se brossaient les dents. Mais pourtant ils savent le faire. Alors c'est un point que je voulais illustrer parce que en anglais ça va être la même chose. Il y a des sons qui risquent de vous sembler bizarres. La seule raison pour laquelle ils sont bizarres, c'est des sons que vous saurez faire. Mais la seule raison pour laquelle ils sont pas bizarres, c'est que vous les faites jamais. C'est la seule raison. C'est juste que c'est nouveau. Et alors, en anglais, comment le son R est différent, donc? C'est un son R. En français, on utilise la gorge. En anglais, on utilise le bout de la langue pour bloquer l'air. Donc la langue est vers la pointe de la langue est vers l'avant de la bouche, vers le palais un petit peu. Et alors, le R c'est une consonne. Les consonnes, comment fonctionnent les consonnes? Elles fonctionnent en bloquant le passage de l'air. Donc quand on dit re en, en français, on bloque le passage de l'air en resserrant la gorge. Re. En anglais, on va bloquer le passage de l'air avec le bout de la langue. Re. Et c'est un son qui est proche du son E, comme dans oui. En anglais, oui, nous, comme en français, oui, yes. Et alors la différence avec le son re, c'est que c'est que vous avez davantage de tension dans la bouche, sur les joues. Prenons les exemples. Run, race, road. Donc, essayez de faire un son qui ressemble à un E pour débuter. Et puis, essayez de bloquer l'air. Re. Votre bouche va être un petit peu plus resserrée aussi. Je vous laisse essayer. Je vous laisse essayer après la fin de la vidéo qui est bientôt finie. Alors, la diapositive suivante, qu'est-ce qu'on a? Quelques questions courantes. Alors, les gens se demandent souvent si apprendre la phonétique comme ça va les aider pour apprendre tel ou tel accent. J'ai écrit accents régionaux ici. Ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ces principes-là vont fonctionner pour l'accent britannique, sachant qu'il y en a beaucoup de différents accents britanniques. Est-ce que ça va fonctionner pour l'accent de Londres, par exemple? Est-ce que ça va fonctionner pour un accent du Midwest américain, pour l'accent neutre? Aux États-Unis, l'accent neutre, ce serait l'accent du Midwest. Et au Royaume-Uni, l'accent neutre, ce serait l'accent de Londres. On appelle aussi l'accent de la BBC. Ça va être dans les deux cas, parce que savoir se servir de ses muscles, ça va aider quel que soit l'accent que vous voulez apprendre. Personnellement, j'ai surtout appris l'anglais avec des contenus américains. Je suis déjà allé au Royaume-Uni plusieurs fois. Et ce qui m'aide, comment dire, ces principes fonctionnent quel que soit l'accent. Et ensuite, le jour où vous rencontrez un accent que vous n'avez jamais vu avant, il vous faudra peut-être 2 heures de discussion avec quelqu'un qui a cet accent-là pour totalement vous habituer, mais au bout de 2 heures, vous serez totalement habitué. C'est-à-dire que, en gros, ne vous embêtez pas avec l'accent que vous voulez apprendre pour l'instant. Il y a des petits détails qui changent au niveau de la phonétique, mais les principes restent les mêmes. Et si vous apprenez à faire ces sons qui n'existent qu'en anglais et pas en français, vous ferez déjà d'énormes progrès à l'oral. Ensuite, une autre question, c'est comment trouver le temps pour l'anglais. Il n'y a pas de secret, il faut passer pour les langues vivantes, il faut les pratiquer, sinon on les perd. Ensuite, le gros avantage du travail sur la phonétique, c'est que par rapport à la grammaire ou au vocabulaire, améliorer son anglais grâce à la phonétique,
il faut peut-être quelques semaines pour s'habituer au niveau de la pratique, mais pour comprendre comment ça fonctionne et commencer à améliorer sa prononciation, ça peut se faire en 1 heure ou 2. Il y a vraiment des résultats immédiats avec la phonétique. Ce qui n'est pas le cas avec le vocabulaire, parce que si vous passez 2 heures à apprendre de nouveaux mots, il n'y a rien qui vous dit que ces mots-là vont vous servir quand vous avez une conversation la semaine suivante. Si vous travaillez la phonétique, les sons que vous travaillez, en 2 heures, vous pouvez voir tous les sons, vous pouvez travailler beaucoup de choses. Vous êtes certain que ce sont des sons qui vont vous servir. C'est vraiment l'effet de levier le plus important, c'est la phonétique. Pour la grande majorité des francophones, vous voulez améliorer votre anglais, bossez la phonétique. Enfin, une question que j'entends souvent, c'est est-ce que je peux, est-ce que c'est pour tout le monde, est-ce que passé un certain âge, on peut vraiment améliorer son oreille, mais il y a certaines personnes qui ont une bonne oreille et d'autres non. C'est vrai, c'est vrai. Alors, je vais vous confier un petit secret. Personnellement, j'ai pas une bonne oreille. Mon anglais est encore loin d'être parfait, je commets des erreurs. Mais ce qui est certain, c'est que je peux parler avec tout le monde en anglais, quelle que soit sa langue. Je suis déjà allé en Nouvelle-Zélande, en Australie, au Royaume-Uni, aux États-Unis, au Canada. Je peux parler avec tout le monde sans les faire répéter, sans qu'ils me fassent répéter. Et d'où j'ai commencé, quand j'ai commencé, je vous donne un exemple avec la musique, mais ensuite je vous donne aussi un exemple sur les langues. Je fais un petit peu de guitare. Quand j'ai commencé la guitare, j'étais même souvent incapable de distinguer entre la guitare et la basse en écoutant un morceau ou d'autres instruments. J'avais du mal à reconnaître les instruments en écoutant un morceau. J'arrivais pas à accorder ma guitare à l'oreille. C'était trop difficile pour moi. Quand j'ai commencé la musique, donc tout ça pour dire que j'ai vraiment pas l'oreille musicale. Au niveau des langues, c'est pas mieux. Quand j'ai commencé le hongrois, parce que je parle un petit peu hongrois, et j'ai vécu dans le pays pendant quelques mois. Quand j'ai commencé le hongrois, il y a certains sons qui n'existent que en hongrois, qui n'existent pas en français, qui n'existent pas en anglais non plus. Et au début, je me demandais vraiment si j'allais réussir à les apprendre, parce que de les prononcer, pas les prononcer correctement, ça fait que j'étais pas du tout compris. Je connaissais quelques mots en arrivant dans le pays, quelques phrases même, mais avec ma mauvaise prononciation, les gens ne me comprenaient pas. J'avais vraiment une question, même un doute à ce niveau-là, est-ce que c'était possible d'apprendre à les entendre, parce que j'entendais pas toujours, et à les prononcer. La réponse est oui. La réponse est oui. Je parle pas encore hongrois couramment, mais par exemple, je fais du couchsurfing le mois dernier avec une Hongroise qui a vécu 20 ans aux États-Unis, et on parlait hongrois la plupart du temps, on parlait un petit peu anglais à l'occasion, mais surtout elle m'aidait à améliorer mon hongrois, et elle me disait, quand je répétais une phrase après elle, que ma prononciation était parfaite. Ma prononciation n'était pas toujours parfaite quand je parlais, je commettais des erreurs. Mais si je répétais une phrase juste après elle, elle me disait que c'était impossible à distinguer d'un hongrois. Sachant que quand j'ai commencé le hongrois, et même quand j'ai commencé à vivre là-bas, il y a des sons que je pouvais pas faire. Donc ma réponse est oui, tout le monde peut apprendre à prononcer les sons anglais correctement. C'est du travail, mais c'est du travail amusant, c'est amusant de faire de nouveaux sons. Et puis surtout, le fait est que si vous essayez pas d'apprendre à faire de nouveaux sons, c'est sûr que oui, vous ne pourrez pas réussir. Il faut essayer, il faut trouver les informations pour, il faut avoir les connaissances pour, il faut savoir comment articuler, être précis, où placer la langue, ce genre de choses. Mais avec ces connaissances, et avec de la pratique, et en comprenant ce qu'on fait, et en améliorant ce qu'on fait par la pratique et en rencontrant des anglophones, parce que parler avec des anglophones, ça permet aussi d'avoir du retour sur ce qu'on fait. C'est-à-dire que si vous apprenez à faire du nouveau son, ça va tout de suite améliorer votre prononciation. Ils ne seront pas tout de suite parfaits. Si vous pratiquez, vous pourrez avoir du retour. Vous verrez si les gens ne vous comprennent pas. Vous pourrez répéter après eux. Et vous pourrez donc affiner votre prononciation. Tout ça pour dire que, concrètement, tout le monde peut apprendre à prononcer l'anglais correctement. Voilà ce qui termine la vidéo. Et puis je vous dis à bientôt à travers ma newsletter sur bilingueanglais.com.